Et ce constat très alarmant maintenant, la région Centre-Val de Loire est l'une des plus frappées par la désertification médicale. 7 médecins généralistes pour 10 000 personnes. Comment y remédier? Les explications de Marine Rondonnier, Charlie Créaf et Laurent Vaury. Ces zones rurales, près de Montargis dans le Loiret, sont les moins bien loties de la région en termes d'accès aux soins. Seulement 3 médecins pour 10 000 habitants. Les élus locaux et la région se sont mobilisés pour faire face à l'urgence sanitaire en créant des cabinets de consultation à distance. Daniel n'a plus de médecin traitant depuis la fin de l'année, parti à la retraite, pas remplacé. Ce matin, il va tester la téléconsultation à la maison de santé de Châtillon-Coligny, faute de mieux. J'ai téléphoné au numéro qui était dans l'éclaireur, le journal local, et j'ai eu un rendez-vous dans la semaine qui suivait. D'accord. Ça a été assez rapide pour vous? Oui, c'était assez rapide. Oui, par rapport aux médecins traditionnels, donc déjà qui sont beaucoup plus loin, qui sont à une quinzaine de kilomètres autour et qui sont surchargés de patients. Bonjour monsieur. Donc je suis l'infirmière. Veuillez me suivre. Daniel connaît bien cette infirmière, mais il n'a jamais rencontré le médecin qui se trouve devant la webcam. Il y a un signal particulier? Non. De crampes à la marche, des trucs comme ça. Le docteur Fabre est généraliste à Montpellier. Chaque semaine, il consacre la moitié de sa journée de repos à la médecine à distance. Grâce aux instruments connectés, il peut ausculter le patient. Il entend le stéthoscope dans son casque. À droite, au-dessus du téton, le parallèle de l'autre, tu sais, oui. Au-dessus, un peu plus haut encore, un peu plus haut. Allez, super. Finalement, je me sens moins seul, paradoxalement, en consultation à Châtillon, que dans l'intimité de mon cabinet à Montpellier. Parce que là, je suis avec une infirmière. Et puis ensuite, j'ai quand même découvert ce qu'étaient les déserts médicaux, quoi, une indigence médicale dans certaines fois en France. Ça, je ne connaissais pas. Nous, à Montpellier, on est des privilégiés, on est surchargés, les cliniques, les SP, tout ça, on en a plein. On respire bouche ouverte, super, très bien. Manipuler un stéthoscope, on savait, mais pas au niveau médical, c'était un petit peu différent. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le docteur entend exactement ce que nous entendons au niveau du stéthoscope. Que le docteur est toujours à côté de nous et nous guide, et heureusement, parce que voilà, on n'est pas médecin non plus, on est les mains et les bras du docteur. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai en tout cas. À l'origine de ces cabinets médicaux 2.0, ces 2 jeunes ingénieurs créateurs de la start-up Elfi. Depuis la création du premier cabinet connecté dans le Montargois, plus de 500 consultations ont été réalisées. Bonjour Céline. Bonjour. Hop, on vient pour faire un petit peu de maintenance sur le chariot du coup. Pendant leurs études, ils ont travaillé sur la démographie et les déserts médicaux. C'est là qu'ils ont eu l'idée de créer des téléconsultations assistées par une infirmière pour garder le contact humain. Alors toujours une limite, c'est la palpation. Pour l'instant, les infirmières ne sont pas aux pratiques avancées, donc dès qu'il y a une palpation qui est nécessaire, ça rentre complètement en dehors des compétences de la téléconsultation. En revanche, pour le reste, il n'y a pas de contrainte particulière. De toute façon, c'est le médecin qui est responsable et le médecin décide de dire s'il y a possibilité de prendre en charge ou non un patient. Mais on estime que c'est à peu près 80-85% de consultations qui sont réalisées via la téléconsultation. Coût de cette innovation, près de 25 000 € par cabinet. Les chariots sont fabriqués à Marseille, dans les ateliers de la start-up. Donc globalement, ce qui coûte assez cher, ça va être les instruments connectés. C'est un certain budget. Et au-delà de ça, c'est qu'on ne facture pas uniquement la partie matérielle. Sinon, ça serait finalement même beaucoup plus facile pour nous à développer. Ce qui se passe, c'est que ce qui prend le plus de temps, ça va être le recrutement des infirmiers, des médecins et leur formation. Et surtout la gestion au quotidien finalement du cabinet pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. C'est la région qui a financé la totalité de l'équipement des 6 cabinets de téléconsultation, soit près de 173 000 €. Pour le président, le financement de ces dispositifs privés est un outil de plus dans sa lutte globale contre les déserts médicaux. C'est surtout pas le modèle unique. Les maisons de santé pluridisciplinaires, j'ai un horizon, 120 maisons de santé pluridisciplinaires, il y en a déjà plus de 80 qui sont déployées sur les 6 départements. Il faut continuer parce que c'est le seul moyen de faire venir des jeunes médecins et de faire qu'ils s'attachent à ce territoire. Il faut des briques complémentaires dans l'hyper-proximité.
L'hyperproximité, c'est la téléconsultation. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de futurs médecins qui viennent se former dans nos maisons de santé pluridisciplinaires, qui aient la passion des territoires. Si le modèle de téléconsultation fonctionne, la région souhaite le développer sur tout le territoire. Depuis septembre 2018, la CPAM a remboursé un peu plus de 400 consultations à distance. Ce sont vraiment les débuts de la télémédecine. Jacqueline, elle a un souci, c'est qu'elle a une plaie d'ulcère. Là, on a enlevé le pansement. Donc, elle a une plaie d'ulcère qui, en fait... comment vous trouvez la plaie, là ? Elle est bourgeonnante. Voilà, elle est bourgeonnante. Aux premières loges de cette révolution médicale, les élèves infirmiers. Ce jour-là, à l'école de Blois, c'est la toute première formation pratique à la télémédecine. La loi nous oblige à recueillir un consentement par rapport à l'acte de télémédecine. On doit informer cette patiente. Une fois le consentement obtenu, l'infirmière utilise le chariot de télémédecine pour montrer la plaie à un expert loin du lieu d'hospitalisation. Oui, effectivement, j'ai les mesures. Donc là, vous allez lui demander, vous allez leur donner les conseils concernant la plaie et quel type de traitement vous allez mettre dessus. On veut surtout leur faire prendre conscience des difficultés qu'il peut y avoir liées à la technique, notamment comment se mettre bien correctement vis-à-vis d'une photo, enfin prendre une photo déjà, se mettre pas devant la caméra, de façon que... Et surtout ne pas oublier le patient. Ces apprenties infirmières devront s'occuper de patients dès l'an prochain. Les nouvelles pratiques liées à la télémédecine ne semblent pas les effrayer. C'est vrai que oui, on nous donne plus de responsabilités après, mais c'est vrai que de toute manière, quand on est face à un patient, souvent il n'y a pas toujours le médecin de toute manière qui est avec nous. Il va aller voir et on va être livré, il va nous dire il faut faire ceci. C'est vrai que ça revient un peu au même là, avec la télémédecine. Si elle semble acquise chez les jeunes infirmières, la téléconsultation est encore mal acceptée par des médecins qui appellent à la plus grande vigilance. L'année dernière, les habitants de Pont-le-Voix, dans le Loir-et-Cher, sont restés plus d'1 an avec un seul docteur. Il aspire normalement. On va aller palper les ganglions. Début mai, si ça du coup ça a grossi, c'est douloureux, ça n'a pas diminué de taille, on fait une petite échographie début mai. Le docteur Pierre Dorion enchaîne les patients, a rarement le temps de déjeuner et travaille jusqu'à 20h tous les jours. Monsieur Coulon. Mais la consultation à distance qui pourrait le soulager, il s'en méfie. Je pense qu'il faut que ça soit un moyen de dépannage, mais je reste intimement persuadé, ça c'est à titre personnel, que ça ne remplace pas le contact humain et d'avoir quelqu'un en face de soi. Deviner, de regarder des petits clignements de paupières, des signes de tension nerveuse, des signes d'angoisse. Ça permet aussi l'examen visuel. Quelqu'un vous parle, ça va pas, mais vous pouvez regarder aussi au niveau des mains. Est-ce que les ongles sont rongés? Est-ce que, par exemple, il y a des traces de tabac ou des traces de piqûres, donc tout un tas de choses que vous verrez pas devant un écran. C'est l'aura de la personne. Sentir que la personne arrive, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous voyez qu'il y a des symptômes complètement différents. Ça colle pas de trop. Et puis, vous posez la question, comment ça va au boulot? Comment ça va dans votre couple? Et puis, en fait, là, la personne se lâche. Et puis voilà, c'était juste demande un premier sujet qui permettait d'entrouvrir à autre chose. Et ça, je pense que ça sera plus compliqué à faire avec la télémédecine. Le principe de la téléconsultation a encore du mal à passer. En revanche, une facette de la télémédecine améliore la prise en charge des patients en zone rurale, la téléexpertise. Direction Mézières-en-Brenne, dans l'Indre. Ici, pour consulter un spécialiste, il faut parcourir plus de 20 km quand il peut vous recevoir. Janine vient voir le médecin à la maison médicale pour un renouvellement d'ordonnance. Elle va en profiter pour lui montrer un problème de peau. Je sais pas ce qui me donne ça. Ça me l'avait déjà fait l'an dernier, ça. Vous avez la peau qui est quand même sèche, hein? Ah oui, ça gratte beaucoup quand même, là. Hein? Oui. Devant aussi. Ah là, pour le coup, on pourrait peut-être faire une photo pour demander un avis au dermatologue. Le docteur Anne Mathieu recourt de plus en plus à la téléexpertise. Après sa journée de consultation, elle envoie les photos de ses patients via la plateforme sécurisée. Jusqu'à présent, le médecin craignait de déranger ses confrères en les appelant. Depuis février, c'est plus simple, ils sont rémunérés pour leurs actes. Mais ce n'est pas la solution au problème de démographie médicale. La télémédecine, ça ne résout pas le manque de spécialistes. Ou alors on va faire comme les radiologues, comme la radiologie, il faudrait envoyer nos haltérocégés interprétés en Inde.
C'est ça maintenant, c'est malheureux parce que la France, elle réduit son nombre de médecins, elle réduit son nombre de spécialistes et finalement, on en revient toujours au même. La télémédecine, c'est une chose, mais ça pourrait être beaucoup plus si on n'avait pas ce manque de spécialistes. Ces derniers mois, la télémédecine est au cœur de toutes les discussions à l'Agence régionale de santé. Elle est chargée de coordonner son déploiement dans toute la région. Elle doit donc convaincre les professionnels libéraux et hospitaliers de ses avantages. Ce n'est pas uniquement une réponse, si vous voulez, à une baisse du nombre de médecins. Certes, ça permet d'y répondre, mais c'est aussi une façon de permettre de travailler autrement et d'organiser la prise en charge de façon différente dans le cadre de la gradation des soins. Tous les soins et toute la spécialité ou toute l'expertise et toute la compétence ne peut pas être en proximité de chacun. Pour éviter de déplacer les personnes les plus fragiles, c'est dans les EHPAD et les centres hospitaliers que l'ARS mise le plus sur la télémédecine. En 3 ans, elle a investi 10 millions d'euros dans les équipements numériques et la formation. Et le patient, lui, où est-ce qu'il voit Ici. Bon, on va faire un essai. L'EHPAD de Bracieux dans le Loir-et-Cher vient de s'équiper d'une tablette pour que le gériatre puisse consulter les résidents à distance. Docteur, je voulais vous montrer l'évolution de la plaie. Ça fait 1 mois qu'elle a eu cet ulcère. Vous pouvez approcher un peu la tablette que je vois la plaie d'un peu plus près. Bon, pour ça, on laisse l'Alvin Gentle si vous trouvez que ça évolue bien avec ça. Et puis, c'est à revoir d'ici 15 jours. Dans beaucoup d'endroits où il y a un gros manque de médecins généralistes, et ils n'ont vraiment pas le temps. Donc, des fois, c'est des passages éclairs. Donc, il vaut peut-être mieux, du coup, une consultation à distance, mais où on prend un peu plus son temps pour réfléchir, plutôt que de passer trop rapidement. Donc, dans certaines situations, évidemment, ça remplacera jamais un examen clinique et une relation directe avec le patient. Mais à défaut de mieux, ça peut être vraiment un bon outil. C'est une dame âgée de 91 ans. En psychogériatrie, un des grands progrès apportés par la télémédecine, le voici. Une visioconférence sécurisée appelée le téléstaff. 1 fois par mois, des médecins, infirmières et aides-soignants du Loir-et-Cher se réunissent autour de cas difficiles, ce qui sécurise les équipes et peut aider au diagnostic. On peut relire de l'imagerie. On peut ressortir une IRM cérébrale et la discuter, l'interpréter avec tout le monde. On peut dire, tiens, là, il y a quelque chose, on n'y avait pas pensé. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau et passionnant. Face au vieillissement de la population, la télémédecine peut être un vrai plus, notamment pour favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Les médecins dans nos campagnes, et je parle du Loir-et-Cher que je connais un petit peu mieux, sont malheureusement très seuls et sont difficilement épaulés aujourd'hui par l'hôpital dans la mesure où la seule porte qu'ils ont souvent, c'est les urgences. Qui demandent à une télémédecine qui est un peu plus structurée, ça va nous permettre, dans certaines situations, de limiter ces envois aux urgences. C'est tout le défi de la télémédecine. Aider les médecins moins nombreux à consacrer plus de temps aux patients. Des patients qui ont besoin de plus en plus d'un soutien médical et humain au quotidien. Du côté